Entretien numéro 1. Nous sommes le 12 mai 2008 et je suis avec Waylon Jones. Bonjour Monsieur Jones, comment allez-vous? Comment je vais aujourd'hui ou comment je vais en général? La réponse diffère selon l'angle choisi. Monsieur... Dorian. Que dites-vous d'aujourd'hui pour commencer? Très bien. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les pas du garde en service ralentissaient ma course au sommeil et la stupide manie qu'il avait chuchotée avec son collègue lorsqu'ils se croisaient me tapait sur les nerfs. C'était comme s'il voulait être écouté que par une seule personne, mais entendu par tout le monde. Quand j'ai protesté, il a bien sûr tapé contre le mur de ma chambre avec son gourdin pour me dire de faire moins de bruit. Pourquoi il n'y a pas de porte à ma chambre déjà? Laissez tomber, je sais pourquoi. Monsieur Jones, le suicide est une chose très grave, vous savez. Oh, pardon, je pensais que c'était un truc anodin. J'espère que vous m'en voulez pas trop du coup. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je sais très bien que me suicider nuit à la vie. Oui, mais excusez-moi de préférer la mort aujourd'hui. Comment on peut aller mieux quand au réveil on entend la douce mélodie d'un taré qui hurle qu'un putain de crocodile va le croquer au self? Vous cachez votre haine de soi derrière du cynisme, un mélange d'humour et d'agressivité qui vise les autres. Ai-je tort? En soi, c'est une solution efficace sur le court terme mais qui s'épuise au bout de quelque temps. Qu'haïssez-vous réellement, Monsieur Jones? En vous, j'entends. Ça fait combien de temps qu'on suit mon avancée? Ça date de quand que je n'ai pas fait le moindre misérable putain de progrès? Plus d'un an? Nous sommes le 13 juin. On a commencé en mai 2008 et nous sommes en 2009. Ça remonte à un an, oui. Pourquoi pensez-vous ne pas progresser? Si c'était qu'une pensée, j'en serais heureux. Mais ça fait plusieurs semaines qu'on se voit et qu'il ressort rien de nos rendez-vous. Je dors toujours mal, je suis irritable, colérique, oui. Mon agressivité augmente, on voit ça. Mais est-ce que je vais mieux? Non. Il n'y a aucune évolution bénéfique à mon état. Je deviens plus abject. On a mis une porte à votre chambre, malgré la tentative de suicide de la dernière fois. Ça ne vous a pas aidé? À dormir? Il faut croire que maintenant je suis habitué à me réveiller trop souvent la nuit et à plus de me reposer. Bruit ou pas, puis ce bracelet qui contrôle mon rythme cardiaque me coupe presque les circulations sanguines et ça me les brise pour rien vous cacher. Oui, bien sûr. Vous parliez de votre état physique il y a quelques secondes. Vous voulez en parler? Parler de quoi? De ma peau qui s'écaille de jour en jour? Je suis né avec cette maladie lictiose. Je le savais, mais depuis quelques semaines, c'est comme si ma mère avait baisé un putain de reptile sans me le dire, et que la génétique s'était tout d'un coup décidée à respecter ses parts du contrat en m'apportant. Je suis né blanc, et maintenant ma peau se grise, les écailles restent et ma gueule. Je suis cerné, les yeux rougis par l'agressivité, les joues creusées par la malnutrition. Je ressemble à quoi? Certains découvrent en une activité un complément qui les aide à aller mieux. Le théâtre, le chant, la danse, par exemple. Je sais que ce n'est pas fait pour vous, mais pourquoi pas autre chose? Le sport, par exemple. Vous ne guérirez pas de votre maladie, mais ça peut parvenir à soigner votre dépression et améliorer un physique que vous haïssez. Vous savez comment on m'appelle? Le crocodile. Il a suffi qu'un taré hurle que j'allais le bouffer pour que tout le monde emploie ce surnom. Et ce taré, c'est le même qui ne cesse de répéter qu'il va se faire bouffer par cet animal depuis bien avant mon arrivée. Mais maintenant, faut croire que je ressemble plus à une bête qu'avant, alors il a décidé que c'était moi. Ici ou dans les rues de Gotham, faut croire que je suis qu'une bête de foire. J'ai tenu 3 ans. Des années entre ces murs et entouré de ces cris, ça n'aide pas. Le surnom était dans la bouche de tout le monde. Les habitués de l'asile me hailaient. Le crocodile. J'avais fini par ne plus montrer de colère quand je l'entendais. Je me disais que ça allait passer, que c'était parce que j'enrageais en l'entendant qu'il continuait de le dire, comme des stupides gamins en somme. Mais les nouveaux venus l'entendaient et comprenaient alors que c'était un surnom comme un autre. Ils n'avaient donc aucun problème à l'employer. Vous voyez, ça fait 2 ans que j'ai commencé la musculation. C'est le seul sport qu'on peut faire sans personne ici. C'est le seul sport qu'on peut faire sans personne ici. Mais ma maladie a empiré, et ma voix, je sais même pas ce qu'elle a. J'ai pas le droit à des analyses ici. Mais elle devient de plus en plus grave, rocailleuse. Mon corps étant aujourd'hui ce qu'il est, quand je passe dans les couloirs, certains malades ont peur, comme si j'allais m'en prendre à eux.
J'ai en effet remarqué le changement dans votre voix. Même durant une conversation, elle semble muter de son propre gré. Quant au ressentiment des autres malades, est-ce que vous le comprenez? Le regard des gens. On m'a adressé beaucoup de regards différents dans ma vie, et ceux qui étaient bons n'étaient pas les plus nombreux. Il y a eu de la pitié, du mépris, de la haine. J'étais différent, alors on me traitait comme la société traite les gens qui ne le ressemblent pas, avec hostilité. Même les regards qui se voulaient complaisants étaient une insulte, comme si ma différence leur donnait du chagrin, alors qu'ils n'avaient de cesse que de me juger, de par ma putain de gueule. Mais ce regard-là, celui que me jettent certains des malades d'Arkham, la peur, j'en voyais jamais avant, comme les autres, je la comprends pas. J'avais jamais frappé jusque-là, et pourtant, je suis pas le dernier à m'énerver. Alors rien ne justifiait ce regard. Pourtant, vous vous retrouvez menotté aujourd'hui. Ça doit être la première fois en 4 ans que vous venez dans une de nos séances avec cette précaution. Tout le justifie aujourd'hui, oui. Pas avant. 4 ans. Je suis arrivé ici. J'avais 18 ans. Je n'avais fait de mal à personne. Le plus grand crime que j'avais commis, c'était d'attenter à ma propre vie. Aujourd'hui, j'en ai 22, et j'en veux plus aux autres qu'à moi. On peut dire que vous avez guéri ma dépression, mais que beaucoup d'autres maux ont surgi. Certains n'ont fait que ressurgir d'ailleurs. Quel progrès! Je sais pas ce qui lui a pris. On était au self, je mangeais. J'étais seul, et lui gesticulait plus loin, comme s'il se disputait quelle partie de lui allait emporter à la question qui allait venir me voir. Il murmurait ce qu'il murmurait depuis déjà 4 ans. Il va, il vient, l'animal dans les eaux, les égouts viendra, je le sais, me dévorer, des trucs dans le genre. Il a fini par venir avec un pas décidé, comme si en quelques secondes, il avait eu le temps de réfléchir à sa question et qu'il était convaincu que venir me voir était la chose à faire. Il m'a hurlé dessus, il a braillé. Crocodile, je vais te tuer, je me laisserai pas faire. Il y avait des gardes et il était rachitique. J'aurais pu m'en débarrasser en le repoussant et lui aurais donné un calmant. Mais ça faisait des années qu'il vivait dans la même rengaine, qu'il m'évitait mais répondait ce surnom partout dans l'asile. Alors je l'ai attrapé et je l'ai frappé. Quand les gardes m'ont saisi par les épaules, mes mains étaient autour de son cou et serraient sa gorge. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que vous vouliez le tuer? J'ai été enfermé dans ma chambre 1 mois, couché dans mon lit, gavé de calmants, attaché par des lanières aux jambes, au torse, aux mains et aux pieds, comme si j'étais un monstre qu'on voulait empêcher de nuire. J'ai vu les heures défiler, j'ai attendu longtemps, j'aurais pu perdre la tête souvent, mais quand je pensais à mes mains, qui l'empêchaient de parler, à son visage terrifié, qui s'asphyxiait à la situation, je ne l'avais pas bouffé, mais j'avais tenté de le tuer. Faut croire qu'il avait raison de se méfier. Non. Ouais, je voulais le tuer. Et l'idée qu'il était peut-être mort me faisait tenir. J'avais besoin de savoir qu'il l'était. Si je pouvais m'en réjouir. Si je pouvais m'en réjouir. Alors, Il est mort. Quelques heures après. On l'a mis sous assistance respiratoire, mais les dégâts sur la trachée étaient trop importants. vous savez quoi? Je devrais m'en vouloir et maudire ce moment où je l'ai tué. Cet excès de rage que je n'ai pas pu contrôler. Mais maintenant, je me dis qu'ils auront une raison d'avoir peur. Une raison de chuchoter leurs craintes et de baisser les yeux quand je m'approcherai d'eux au détour d'un misérable couloir. Je n'ai pas envie de blesser, pas envie de
tuer plus que je ne l'ai déjà fait. Mais ça fait depuis ma naissance que je n'inspire que du dégoût, de la haine, du mépris ou de la pitié. Aujourd'hui, je contrôle ce que les autres pensent de moi. L'idée de façonner par moi-même leur regard et de ne pas en être une victime. Pour la première fois en des années, je m'enorgueillis de quelque chose, docteur. Il y a une vitre entre nous, professeur Nashton. Vous pensez vraiment que je n'effraie personne ici? Effrayer est un grand mot. C'est une simple précaution, Waylon. Une simple précaution, me menotter lors de nos séances, m'isoler pour que je ne puisse pas vous frapper. Le docteur Dorian qui refuse de continuer psychanalyse en ma compagnie au bout de 9 ans. Simple ne m'a pas l'air approprié. Waylon. Ne m'appelez pas par mon prénom, docteur. Il est hors de question que j'utilise ce stupide surnom, Waylon. Je me fous du surnom qu'il me donne quand c'est vous qui le prononcez. N'ayez pas la condescendance de m'appeler par mon prénom, comme si j'étais le patient niais que vous traitez d'ordinaire. Je suis Waylon Jones. Le docteur Dorian a cessé de vous voir il y a 1 mois, après que vous ayez tenté de l'agresser. Des précautions ont rapidement été prises, mais elles n'ont rien d'inhabituel dans cet établissement. Pendant un instant, les yeux de Dorian n'ont exprimé que la terreur, pas de la précaution. Vous devriez me craindre de la même façon que les patients me craignent. Et j'ai réussi. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en apprenant sa mort? Rien. Nous avons déjà parlé de votre indifférence pour la vie humaine. Nous avons déjà discuté de ce besoin de s'affirmer par la peur, Monsieur Jones, comme de ce besoin d'opprimer autrui via votre apparence physique, votre maladie, votre voix, votre musculature. J'aimerais que vous me parliez de votre éducation maintenant. Le docteur est intéressé par ce qui se cache derrière le masque. L'idée qu'un gamin sans histoire, sans casier, puisse avoir tué en 4 ans, oui, patient, entre les murs de cet établissement, dans une violence rare, vous mue d'intérêt, c'est ça. Mais plus encore que la barbarie de l'acte, ce qui vous importe est pourquoi quelqu'un comme moi ait fait quelque chose comme ça. Je suis à moi seul un argument pour la restauration de la peine de mort. Au travers des journaux, mon nom apparaissait dans leurs colonnes quand ils donnaient la parole à des associations. Waylon Jones tue, même une fois enfermé. On ne peut contenir ce monstre. Cette bête montre l'inefficacité de notre système juridique. Il parle d'un homme sans culture, sans éducation, élevé à la dure. Certains murmurent des problèmes liés à la drogue, à une enfance violente, à des parents tout aussi violents, comme si un homme ne devenait homme que de par l'éducation qu'il a jadis reçue. Mais vous comme moi, savez qu'il se trompe, que je n'ai jamais eu une mauvaise éducation, que j'ai fréquenté les meilleures écoles, que mon langage s'y laisse entendre des insultes, qu'il est soutenu. Il se cache sous de faux prétextes pour se confiner dans l'idée que des crimes si bestials ne sont commis que par des gens qui n'ont fréquenté que l'infréquentable. Pensez-vous souvent à vos parents, Samuel et Helena Jones, et la réputation que vos crimes perpétuent envers eux? Ne parlez pas de mes parents, Nashton. Selon vos mots, ils subissent les conséquences de vos actes. On les incrime d'être violents, d'être dangereux, d'avoir élevé un monstre. Arrêtez! Qui vous autorise à parler, ne serait-ce qu'une seconde d'eux? Ils n'ont pas à être liés à ce que j'ai fait. Mais vous les y liez indirectement. Que ressentez-vous à cette pensée, outre le fait de le nier? Les seuls fautifs de cette incrimination ridicule sont ceux qui le font directement en Ashton. Et ils auront à payer de ça. Pas moi, pas mes parents, eux. Vous prévoyez de sortir? Il me semble clair que ma peine ne le permet pas.
Selon votre dossier, vous êtes arrivé à l'asile il y a 9 ans pour troubles suicidaires. Et vous êtes toujours là. Vous pouvez me raconter ce qu'il s'est passé entre-temps, une fois votre premier meurtre commis? Vous parlez des 5 dernières années? Il y a beaucoup à dire. Selon le docteur Dorian, vous avez arrêté de souffrir de dépression à partir de ce moment-là. Il dit que j'ai fait un transfert, que ma haine envers moi s'est dirigée vers les autres, de la misanthropie et de l'indifférence pour la vie humaine. J'ai développé une envie irrépressible de tuer ou mutiler afin de faire parler de moi et d'être craint. C'est sûrement inscrit dans le dossier. Pourquoi en parler? Vous avez fait le choix de vous complaire dans cette vie. Il n'est pas mention de crise de violence. Vous pouviez éviter ces meurtres. Le premier en attitude, à vrai dire. Mais oui, sinon je pouvais le faire. Je peux vous dire ce que j'ai déjà dû dire au docteur Dorian. Le monde extérieur m'effraie, et celui-ci est mon monde. Je ne tue pas pour le plaisir que l'acte en lui-même me procure. Je n'ai aucune joie à prendre la vie de quelqu'un. C'est une nécessité de montrer que je suis ici pour être le dominant. Malgré mes mois à l'isolement, ma réputation ne se brise pas et je reviens toujours plus fort. Être le loup alpha? C'était le projet avant de le devenir. On peut parler de Killer Crow? Ça a pris 6 mois. Une fois avoir tué mon premier homme, Charles Cossir, uniquement quelques gars me craignaient, les plus faibles, venaient ici poursuivre un traitement médical, à l'instar du mien lorsque je suis arrivé ici. Ça me donnait des surnoms ridicules et ça me fuyait, mais la plupart se fichaient de ce que j'avais fait. Je sentais que les colibets allaient revenir comme avant mon internement. Alors j'ai agi. Il m'a fallu un certain temps pour accepter l'homme que j'allais devenir. Ne pas compter sur une crise de violence pour s'occuper de mes problèmes. Accepter le fait que j'aurai tué consciemment quelqu'un, cette fois. Au bout de plusieurs mois, attendre le bon moment, la cible et la volonté de le faire. Je n'étais pas un tueur au début. Et même après mon premier meurtre, j'étais loin de l'être. J'ai fini par me décider. J'ignorais son nom. Je savais juste qu'il était venu là pour les mêmes raisons que moi. J'y avais vu un signe. Je l'ai coincé dans sa chambre. Je l'ai battu. J'ai tranché sa carotide avec une lame de fortune. Et j'ai mordu la chaîne à vif. Je ne suis pas cannibale, mais ils l'ont cru. C'est tout ce qui m'importait. Les gardes sont venus. Ils m'ont frappé. J'ai fait pareil. Ils m'ont maîtrisé. Et j'ai hurlé. Killer Croc, craignez mon nom. Et puis? J'ai fini à l'isolement. 2 mois. Quand je suis revenu, ils avaient installé une caméra de surveillance dans ma chambre et mes déplacements étaient limités. Ici, la salle commune et ma chambre. Mais le surnom avait été adopté et ma réputation était née.